Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde d'ingénierie qui est totalement invisible à l'œil nu. On va découvrir ensemble comment une simple, toute petite bactérie est en réalité une véritable usine de machines microscopiques. Des machines conçues pour une seule et unique chose: survivre. La question qu'on se pose, elle a l'air simple, mais la réponse, elle est vertigineuse. Comment est-ce qu'une toute petite cellule toute seule arrive non seulement à exister, mais carrément à prospérer dans un monde qui est immense et souvent hostile? Eh bien, la clé de tout ça, elle se trouve dans une boîte à outils moléculaire absolument incroyable. Le tout premier défi pour une bactérie qui flotte librement, c'est simple: ne pas se laisser emporter. Pour coloniser un habitat, que ce soit un rocher dans une rivière ou une de nos cellules, la première étape, c'est toujours de s'accrocher. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Et les outils pour ça, ce sont les Fimrea et les pili. En gros, ce sont de fines fibres faites de protéines qui recouvrent la cellule. Il faut s'imaginer ça comme des milliers de petits grappins, toujours prêts à s'agripper à la première surface venue. Mais ce qui est fascinant, c'est à quel point ces appendices sont polyvalents. Ils ne servent pas juste à s'accrocher. Prenez Neisseria gonorrhoeae par exemple. Pour elle, ils sont la clé de l'infection. C'est avec ça qu'elle se fixe à nos tissus. D'autres bactéries, elles, s'en servent pour sécréter des protéines, ou même pour ramper. Ce sont de vrais couteaux suisses moléculaires. Bon, une fois qu'elle est bien ancrée, une bactérie peut avoir besoin de bouger. Et pour ça, elle est équipée de l'un des moteurs les plus efficaces et les plus puissants de tout le monde vivant. Cet outil, c'est le flagelle. Et franchement, l'analogie avec un moteur de bateau, un moteur hors bord, elle est parfaite. C'est un long filament de protéines qui agit exactement comme une hélice. Sa rotation va propulser la cellule et lui permettre de nager activement. D'ailleurs, toutes les bactéries n'installent pas leur moteur de la même façon. On observe deux stratégies principales. D'un côté, la flagellation polaire, où les flagelles sont regroupés à une extrémité. Ça donne une propulsion très directe, un peu comme une torpille. De l'autre, il y a la flagellation péritriche. Là, les flagelles sont répartis sur toute la surface. Ça permet des mouvements beaucoup plus complexes, plus agiles. Et comment est-ce que cette machine est construite? Eh bien, c'est une petite merveille d'ingénierie, en 3 parties. Il y a le filament, qui est donc l'hélice externe, ensuite le crochet, qui est la jointure super flexible qui le relie à la cellule, et enfin le corps basal. Ça, c'est le moteur rotatif lui-même, solidement ancré dans la paroi, et c'est lui qui génère toute la puissance. Et pour construire un seul de ces moteurs, attention, c'est une entreprise colossale. On parle de plus de 40 gènes différents rien que pour un flagelle chez une bactérie comme E. coli. Plus de 40! Uniquement pour coder les pièces, les assembler, réguler le tout, c'est une complexité génétique qui est juste stupéfiante pour une structure aussi minuscule. Mais le plus fou, c'est la vitesse d'exécution. Malgré toute cette complexité, la machine s'auto-assemble en à peine 20 minutes. Toutes les pièces viennent s'emboîter parfaitement, dans le bon ordre, sans aucune aide extérieure. L'efficacité est absolue. Et la performance, elle est tout simplement ahurissante. Ce moteur peut tourner jusqu'à 17 000 tours par minute. Pour se donner une idée, c'est plus rapide que le moteur de la plupart de nos voitures. Et en plus, il peut inverser son sens de rotation en une fraction de seconde. C'est incroyable. Alors, avoir un moteur puissant, c'est bien. Mais savoir où aller, c'est encore mieux. Parce que ce mouvement, en fait, n'est jamais aléatoire. Voyons un peu comment les bactéries utilisent leur moteur pour naviguer de manière, disons, intelligente. Ce mouvement qui a un but, un sens, ça porte un nom: le tactisme. C'est la capacité à se déplacer vers quelque chose de bénéfique et à fuir ce qui est dangereux. Si le signal, c'est une molécule chimique, on parle de chimiotactisme. Si c'est la lumière, c'est du phototactisme. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, chez E. coli, c'est comme une sorte de danse fascinante, en 2 temps. D'abord, quand les flagelles tournent dans un sens, hop, ils se regroupent en un faisceau et ça propulse la bactérie tout droit. Ça, c'est la course. Et puis d'un coup, le moteur inverse sa rotation. Le faisceau se défait et la bactérie se met à culbuter sur place, avant de repartir dans une direction complètement nouvelle, un peu au hasard. Et c'est là que toute l'intelligence du système apparaît. Dans un environnement neutre, les phases de course sont assez courtes et les changements de direction fréquents. Mais si la bactérie sent qu'elle va dans la bonne direction, par exemple vers de la nourriture, elle va supprimer la culbute et prolonger sa course. Elle va donc beaucoup plus longtemps dans la bonne direction. C'est un moyen tout simple, mais redoutablement efficace pour suivre une piste. Le point crucial, c'est que les bactéries peuvent suivre tout un tas de signaux différents. Elles sont attirées par les nutriments, ça c'est le chimiotactisme positif, mais elles fuient aussi activement les produits toxiques, ça c'est le chimiotactisme négatif. Et certaines bactéries qui font de la photosynthèse vont même chercher la longueur d'onde de lumière la plus efficace pour elles. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
Quand on assemble toutes les pièces du puzzle, le portrait qui se dessine, c'est celui d'une merveille microscopique, une véritable machine de survie totalement autonome. Des grappins pour s'accrocher, un moteur rotatif ultra rapide, un système de navigation qui analyse l'environnement. Il est clair que les bactéries sont bien plus que de simples petites cellules. Ce sont de véritables experts en survie, équipés d'une boîte à outils incroyablement sophistiquée. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée. Quand on voit une bactérie qui prolonge sa course parce qu'elle se dirige vers une source de sucre, est-ce qu'on assiste juste à une simple réaction mécanique ou est-ce que cette capacité à sentir, à traiter l'info et à agir en conséquence, est-ce que ce n'est pas, au fond, une forme élémentaire de prise de décision? La question, en tout cas, reste ouverte.